Dans la boîte d'Émilie, on crée des bijoux. Et c'est une affaire qui tourne. Il y a celle qui les imagine, celle qui fait les devis, celle qui fait les comptes. Et évidemment, il y a quelqu'un pour déclarer à l'URSSAF. Mais le plus fort, c'est que dans la boîte d'Émilie, il n'y a qu'Émilie. Et LCL. Avec le compte Essentiel Pro de LCL, profitez d'une carte, de services de gestion et d'assistance, 100% en ligne, 100% autonome, à partir de 8 € par mois. LCL. Ma vie, ma ville, ma banque. Essentiel Pro est un service de paiement présenté par LCL et commercialisé par Ocali. Détails et conditions de l'offre sur lcl.fr/professionnel. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Bonjour Hélène. Bonjour Laura. Enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je souhaite vous interviewer et que ça s'est pas forcément fait. Voilà, les aléas du planning, mais on y est. Et d'ailleurs, je porte votre jolie tenue depuis quelques semaines pour faire du sport. Donc déjà, félicitations. C'est vraiment de super qualité, de super motif, j'adore. On va revenir un petit peu dans le passé ensemble avec vous. Qu'est-ce que vous faisiez en fait avant Youge et quel enfant avant même vous étiez? Est-ce que l'entrepreneuriat vous collait à la peau ou pas du tout? Avant You, j'ai évolué pendant plus de 10 ans dans l'univers des médias, où je m'occupais en fait de la commercialisation d'espaces publicitaires dans la presse féminine. Donc, j'ai travaillé pour plusieurs supports féminins comme le Vogue, Biba, et j'ai même travaillé d'ailleurs dans un quotidien à Libération. Okay. Et voilà, quel enfant j'étais. J'ai toujours, en fait, j'ai toujours aimé faire des choses. Et donc faire des choses à l'époque quand on est enfant, ça ne veut pas dire travailler. Et pourtant, voilà, mes parents avaient des boutiques de vêtements et par exemple quand j'étais ado, alors que mes copains l'étaient, puisque on enregistre pendant la période estivale, et je me souviens de ces souvenirs. Ouais. Tout le monde allait à la plage et moi je prenais les invendus des boutiques de mes parents et j'allais faire les marchés autour dans ma région, donc en Vendée. Et j'allais déstocker les anciennes collections. Donc, j'ai toujours aimé faire des choses, finalement entreprendre sans savoir vraiment que ça allait devenir un job pour plus tard. Et voilà, j'ai toujours été créative et développer, créer, imaginer. Et du coup, vous êtes arrivé donc à Youge, c'est votre première création d'entreprise ou il y a eu d'autres, on va dire, entreprises qui sont nées entre donc cette période de l'enfance, enfin sur tout le long de votre parcours finalement avant Youge? Non, alors Youge, c'est vraiment mon projet de vie en tant qu'entrepreneur. Ouais. J'ai eu plein d'idées avant Youge qui n'ont pas existé, mais voilà, j'ai toujours eu plein d'idées. J'avais toujours dans un petit coin de ma tête, alors que j'étais salariée, l'idée de faire des projets par ailleurs. Ouais. Et Youge est né vraiment d'une envie très forte et je me suis même pas posé la question de savoir si ça allait devenir un business. C'était avant tout une envie de créer la première marque française de vêtements et d'accessoires de yoga. Et à l'époque, donc j'ai commencé à réfléchir autour de 2012-2013 pour finalement accoucher de mon projet en 2014. Et parce qu'il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de marque française de yoga. Il y avait un marché qui commençait à exister, mais qui était à l'époque encore très confidentiel. Et donc voilà, j'ai créé cette première marque française qui bientôt fêtera ses 10 ans déjà.
Waouh, félicitations. Félicitations. Et c'est hyper intéressant, je reviens sur quelque chose que vous avez dit, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont des idées de projets et qui ne mettent pas forcément en œuvre, qui ne mettent pas en place. Voilà, on a tous et on dit d'ailleurs que c'est la différence, c'est que tout le monde a une multitude d'idées, mais que personne, enfin, il y en a peu qui vraiment qui les mettent en place, tout simplement. Et qu'est-ce qui a fait vraiment la différence pour vous entre finalement des choses qui sont restées au stade d'idées et vraiment l'évidence de Huge. Oui, alors c'était une évidence pour moi parce que j'étais déjà professeur. Non, je démarrais en tant que professeur de yoga alors que j'étais élève depuis l'âge de mes 20 ans. J'ai découvert le yoga à 20 ans et, Ouais. j'ai, et donc l'idée a mûri tout au long de ces années de pratique de yoga. Et effectivement, c'était pour moi une évidence de se dire que le marché du yoga allait se développer, qu'il n'y avait pas de spécialistes dans cet univers, à la fois de studios de yoga, mais ça c'est venu après, mais maintenant avec du recul, je peux en parler. Il n'y avait pas vraiment de réseau, entre guillemets, de salles de pratique de yoga. C'était vraiment des petites salles assez confidentielles, dispersées un peu partout en France. Et moi, j'ai vraiment eu envie de démocratiser à la fois la pratique du yoga pour la rendre accessible à beaucoup de personnes sans avoir étudié la langue traditionnelle indienne ou être allé d'ailleurs en Inde. Et évidemment, un équipement parce que comme toutes les pratiques, je mets quelques bémols quand je dis sportive, mais n'empêche que comme toutes les pratiques, comme toutes les disciplines plutôt que pratiques, il y a un dress code. Quand vous faites de l'aviron, il y a un dress code. Quand vous faites de la boxe, quand vous faites de l'athlétisme et quand vous faites du yoga également. Et donc, du coup, j'ai envie de vous demander comment vous avez découvert le yoga, parce que c'est vrai que on en parlait forcément un petit peu, mais bon, pas non plus énormément. C'était pas démocratisé comme aujourd'hui, justement. Donc, est-ce que c'est un voyage ou comment vous en êtes arrivé? Oui, c'est arrivé. En fait, il y a jamais de hasard et j'aime bien cette expression de dire qu'il n'y a pas de hasard mais que des rencontres. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Paul Éluard. Ça a été une rencontre avec à l'époque mon amie avec qui je faisais mes études, qui elle revenait de Los Angeles. Moi, mon stage de fin d'études, je le faisais au Japon. Et à son retour de Los Angeles, à l'époque, je l'avais trouvée métamorphosée et c'est là où elle me explique sa rencontre avec le yoga. Ça m'a donné envie. Quelques semaines, mois après, je refais encore un stage parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de stages avant de trouver un super job. Et je me retrouve dans un bureau de presse et à la page beauté de ce magazine, il y avait une interview de Madonna qui vantait les mérites de l'Ashtanga Yoga. Et il s'avère que le studio de yoga qui était référencé dans l'article se trouvait à 5 minutes à pied de chez moi, à Paris, dans le Marais. Donc, vous voyez, le cheminement, il a été assez finalement naturel parce qu'il y a eu d'abord une rencontre avec cet ami, puis un faisceau d'indices qui m'ont amené jusqu'à cette pratique et que j'ai jamais quitté, c'est-à-dire que je ne me suis jamais lassée de pratiquer le yoga depuis l'âge de mes 20 ans. Ouais, c'est comme on dit, c'est beaucoup de synchronicité. Et si on est à l'affût de ces signes et synchronicités, c'est notre chemin. Euh, Aujourd'hui, le yoga, c'est des postures, mais pas que. Pour ceux qui le pratiquent intensément, c'est un véritable way of life. La question que je me pose, c'est est-ce que finalement, aujourd'hui, tout le monde peut se mettre au yoga? Est-ce que cette pratique convient finalement à tout le monde? Pas du tout. Alors, le yoga, si on s'en tient qu'aux positions, effectivement, c'est pas vraiment du yoga. Et ça, j'aime le répéter. Le yoga, d'abord, sa racine sanscrite vient du mot yuj, marque nom que je vais donner par la suite à ma marque, Y-U-J. Et yuj signifie l'union du corps et du mental. Donc, à partir de là, tout le monde peut faire du yoga dès lors qu'on a ce besoin d'union, parce qu'on sait que le corps et le mental sont indissociables. Et c'est pas une question de posture, c'est pas une question de souplesse. C'est effectivement aujourd'hui en 2022, on voit beaucoup de choses, d'images sur le yoga où parfois c'est borderline avec une ambiance de cirque. C'est pas ça le yoga. Le yoga, c'est de se dire à un moment donné dans sa vie, j'ai envie de me réaligner sur mon chemin de vie. Et dans cet réalignement, voire même alignement, il y a des piliers, dont le souffle,
parce qu'on ne peut pas vivre sans souffle, sans respirer. Ça, c'est primordial. Enfin, c'est d'abord le premier pilier. Puis la posture, elle vient bien après, puisque la posture, c'est un moyen, le mouvement est un moyen de faire circuler l'énergie dans le corps physique et d'une certaine manière aussi de s'éloigner des perturbations du mental. Tout le monde peut se mettre au yoga. Après, mon conseil, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu aujourd'hui d'avoir créé un réseau de studios de yoga à Paris, c'est de trouver les bons professeurs parce que c'est avant tout une question d'énergie et ce que va vous transmettre le guide, donc le professeur, va déterminer également votre pratique. Ouais, c'est hyper intéressant à comprendre. Pour ceux qui, par exemple, comme moi, en plus, sont pas spécialement souples, c'est important de se rappeler que, comme vous dites, c'est pas l'ambiance de cirque, mais plus un chemin vers l'alignement, loin des positions parfaites qu'on peut voir sur les réseaux, notamment, pas mal finalement. Oui, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est sûr qu'une posture en méditation assis en tailleur, on aura moins de followers qu'avec une jambe en l'air ou un grand écart. Mais ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas la vraie vie. Et c'est vrai que ça c'est la partie visible de l'iceberg du yoga. Mais pour Ouais. moi pratiquer maintenant depuis plus de 25 ans, je dois dire, et en étant totalement dans la vraie vie, c'est-à-dire que je suis maman, mariée, je vis à Paris, donc je suis pas du tout en retrait de la vie entre guillemets des gens normaux. Voilà, je vis pas dans un ashram au fin fond de l'Inde. Et le yoga me donne une espèce de puissance, d'énergie pour vivre au mieux ma vie à la fois d'entrepreneur, de maman, enfin de tout ce que je viens de vous raconter là. Et donc voilà, mais ça veut dire que pour ça, ce n'est pas qu'une question de posture, sinon ça s'appellerait de la gymnastique. Moi, voilà, quand je pratique, c'est d'abord, je place mon souffle, je m'installe dans ma pratique, je m'enracine dans ma pratique, j'ai les pieds dans le sol. Et à partir du moment où je suis enracinée, alors je peux commencer à développer les mouvements pour y faire circuler l'énergie. Aujourd'hui, Yuge, c'est un shop avec des vêtements, des tapis, des accessoires, des formations, des e-books, des studios. Vous avez complètement réussi à transformer votre passion en business grandissant et pour ça, bravo. Tout ça, est-ce que c'était stratégique ou assez naturel? En fait, tout s'est fait finalement step by step. Il n'y a pas eu de stratégie il y a presque 10 ans. Il n'y a pas eu de stratégie en me disant, voilà, je vais faire ça, puis ça, puis ça. D'abord, j'ai eu envie de créer la marque de vêtements et d'accessoires de yoga parce que je commençais à devenir professeur et que j'avais envie d'être bien équipée, à la fois technique, mais aussi stylée. Encore une fois, ce que je disais, je vis à Paris, donc avec une vie urbaine où les vêtements de yoga pouvaient se décliner tout au long de ma journée sans ressembler à une prof qui sortait de son lit en pyjama. Donc ça, c'était d'abord le premier step, la marque de vêtements. Ça m'a pris du temps parce que j'ai souhaité créer une marque à la fois éco-responsable, avec le moins d'empreinte carbone. Donc toutes nos collections sont faites au Portugal, avec une verticalisation de la production, ce qui signifie que dans une seule et même usine, on va à la fois tisser la maille jusqu'au produit fini pour avoir le moins d'intermédiaires possible. Donc ça m'a pris du temps parce que j'y connaissais pas grand-chose. Donc d'abord la marque, puis pour démocratiser à la fois ma pratique en tant que professeur de yoga et promouvoir la marque de vêtements et d'accessoires, j'ai commencé à faire des événements de yoga et je me suis aperçue, donc là on est effectivement autour de 2015-2016, et je me suis aperçue rapidement qu'il y avait un marché qui commençait à naître avec une vraie envie de pratiquer le yoga. Et l'idée est née de créer les studios Yuge à Paris, au nombre de 6 aujourd'hui. Des studios qui étaient totalement différents de ce qu'il existait à l'époque. Moi, ça, j'aime bien créer. Voilà ce que je disais tout à l'heure quand j'étais enfant. Je crée, j'ai des idées et voilà. Donc là, l'idée, c'était de créer des vêtements qui disruptaient vraiment la pratique du yoga traditionnelle, alors qu'on pratiquait dans la lumière, dans la pureté, dans le blanc. Moi, je suis arrivée avec un concept totalement, plus qu'un concept d'ailleurs, un univers complètement différent, dans l'obscurité pour favoriser l'introspection, dans la chaleur de la lumière des infrarouges pour bien détoxifier l'organisme, pour transpirer et éliminer tout ce qui nous pollue, tout ce que l'on stocke dans notre organisme.
et en musique parce que j'adore la musique et que je trouve que la musique est un bon relais pour lâcher prise pendant les 60 minutes de pratique. Donc voilà comment, en fait, tout ça s'est fait step by step. Il y a eu d'abord la marque, puis les studios, et puis ensuite, après les studios, je me suis aperçue que pour trouver des bons profs de yoga, c'était pas évident. Donc j'ai créé l'école de formation pour former des professeurs de yoga à la fois au studio Youge, mais pas que, parce qu'aujourd'hui on a des formations qui forment des personnes partout en France, voire même à l'étranger. Et l'idée des retraites aussi de yoga. D'ailleurs, on a été les premiers vraiment à créer des voyages en immersion yoga en France il y a presque 10 ans maintenant. Et voilà, tout ça, ça s'est fait vraiment autour d'une passion qui est le yoga. Moi, je ne sais faire que ça. Et voilà. Et aujourd'hui, en 2022, je comprends que le yoga est en train d'évoluer dans une pratique un peu plus sportive. Et la nouveauté que je vous dévoile en avant-première, Laura, c'est le lancement de Yuge Lab, où j'ai créé, ça m'a mis vraiment plus d'1 an, à créer une ligne sportive que l'on peut bien sûr utiliser pour la pratique du yoga, mais pas que, pour sortir des marques américaines que l'on connaît tous, hein, les trois, que ce soit la virgule ou autre. L'idée, c'est de créer comme ça une marque d'activewear pour les femmes qui soit élégante, ultra technique et toujours avec cette notion d'éco-responsabilité qui est très importante pour moi. Génial, bravo, hâte de la découvrir. À quel moment on commence à structurer une telle entreprise? Est-ce que tous ces projets, ces produits dérivés, tout ce que vous avez construit allait dans le même but, la même perspective, avec l'ambition de créer une grosse entreprise prospère? Alors, plus qu'une vision, c'était avant tout une passion. Et d'ailleurs, je pense que avant d'entreprendre, quelle que soit l'idée que l'on ait, c'est avant tout la passion. Parce que créer, entreprendre, c'est vraiment un projet de vie. Moi, j'y passe. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet, jour férié. Pour moi, c'est pas du tout férié. Oui, c'est vrai. J'ai réalisé, parce que je vis aux Émirats, j'ai réalisé que Ah c'était ouais, férié. non, mais moi, j'ai pas de jour férié. J'ai pas D'accord. des longues plages de vacances, voilà. Maintenant, c'est vrai que ce projet Youge fait partie intégrante de ma vie et donc il faut vraiment être passionné. Et d'ailleurs, je pense que quand on a la passion, on a l'amour de faire et le temps n'est pas compté et voilà, c'est comme ça. La vision, elle vient après. D'abord, il y a la passion, puis après, il y a la vision. Et la vision, elle est venue vraiment quelques années après, lorsque j'ai créé mes studios de yoga, où il a fallu donc structurer l'entreprise. Et là, effectivement, il y a une stratégie à avoir. On n'est plus effectivement dans cuit les petits oiseaux, genre j'aime et je fais ce que j'aime. Là, on se doit d'ailleurs vis-à-vis des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, de structurer, de donner une vision, une stratégie. Mais ça, c'est un second temps, je pense. En tout cas, c'est le conseil que je peux donner aux personnes qui nous écoutent. Si on parle de financement un petit peu pour le développement de votre marque, comment vous avez procédé? Alors, d'abord, il y a la passion. Donc, comme pour toutes les passions, que ce soit Ouais, une passion professionnelle ou amoureuse, on vit d'amour et d'eau fraîche pendant quelques temps. Voilà. On est ouais, passionné, donc on pense même pas à l'argent. Et puis, à un moment donné, il faut construire. Donc, c'est comme quand on construit ouais. une famille. Je fais souvent le parallèle entre la vie de l'entreprise et la vie euh, que j'ai créée moi avec mon mari et mes enfants, parce que finalement, c'est à peu près les mêmes steps. Et après, donc voilà, il faut structurer, il faut trouver des bureaux, il faut acheter des ordinateurs, etc. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai eu deux temps. Le premier, j'avais quelques économies à l'époque où je travaillais dans la presse, où j'étais Mhm. célibataire et qui gagnait très très bien ma vie, les bonnes années de la presse. Donc déjà, j'avais de l'argent de côté, parce qu'on ne se lance pas non plus, Ouais. même s'il y a la passion, on ne se lance pas complètement n'importe comment. Donc j'ai mis mes économies pour créer ma première collection de vêtements. Puis quand il a fallu créer les studios de yoga, là c'était plus du tout les mêmes investissements. Et là on a fait un tour de table
auprès, alors pas de fonds d'investissement, mais à l'époque, l'ISF existait encore en France. Et donc, j'ai tapé à la porte de toutes les personnes qui payaient l'impôt sur la fortune. Et au lieu de le donner à l'État, ils avaient la possibilité de le donner pour des créations d'entreprises. Et donc, voilà, j'ai fait une petite levée comme ça auprès de personnes de connaissances, on va dire. Et depuis, voilà, je tiens avec ça. Mmh. Oui, la vie d'entrepreneuse, c'est une sortie de zone de confort en permanence. Je suis bien placée pour le savoir aussi. Depuis où je vis, depuis les Émirats où je me suis lancée à mon compte il y a 3 ans, c'est beaucoup de remise en question. Comment vous gérez cela dans votre boîte chez Huge, à titre individuel et aussi à titre collectif? Parce que si je ne me trompe pas, vous avez une équipe composée de salariés. Alors, la vie d'entrepreneur, ce sont des montagnes russes au quotidien. Lorsque je me réveille le matin, je ne sais jamais ce qui va se passer, ce qui va me tomber sur la tête. Et tous les jours, il y a un truc qui me tombe sur la tête. Donc, c'est franchement pas de tout repos. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, parce que c'est pas du tout un confort de vie. Ça, c'est très important. Et parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont envie d'entreprendre, ont envie d'être indépendants. Ça demande une sacrée force, une sacrée puissance. Et je dois dire que si j'étais à refaire, je ne sais pas si je le referais. Et j'aime bien le dire. Alors souvent, on est surpris quand on m'entend me dire ça. Mais parce que oui, je travaille H24. J'ai toujours mon téléphone connecté. Il peut se passer que ce soit un cambriolage dans un des studios ou un prof qui vient pas donner son cours ou une collection qui n'est pas livrée dans un grand magasin. Enfin, j'ai 1 million de problèmes différents tout le temps. Donc, comment on gère... Enfin, voilà, être entrepreneur, déjà, ça c'est très important de le dire. Il faut être prêt à trouver des solutions. Donc ça, c'est une force que j'ai moi, c'est que je vois jamais de problème, je ne trouve que des solutions tout le temps et on n'est jamais préparé aux obstacles parce qu'en fait, plus vous avancez dans la vie de l'entreprise et plus les obstacles avancent avec vous. Ce que je trouve être le plus inconfortable quand on est chef d'entreprise au démarrage, parce qu'après, on a des moyens pour se structurer, mais au début, il faut tout connaître. C'est-à-dire être à la fois bon en RH, bon en droit du travail, en droit de la propriété intellectuelle, être bon en immobilier. Enfin, là, je parle pour moi, hein, parce que j'ai à la fois la casquette de fabricant de vêtements, donc il fallait que je connaisse tout ça, mais aussi de studio de yoga, donc manager des profs de yoga, savoir gérer une signature de bail, voilà, de bails commerciaux, de baux commerciaux, pardon. Enfin, il y a tout, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation pour devenir chef d'entreprise et on devient chef d'entreprise vraiment en essayant. Donc, au début, on fait plein d'erreurs. Moi, j'en ai fait plein. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Déjà, j'ai pris beaucoup de temps parce que j'avais besoin de maîtriser toutes les étapes. Donc, parfois, des personnes vont plus vite dans leur business. Moi, j'ai pris vraiment mon temps. Ça peut être un obstacle parce que s'il y avait eu un marché très concurrentiel autour de moi, je ne sais pas si Huge aurait existé. L'avantage, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de marché, donc on était les seuls et encore, on reste leader aujourd'hui en France sur notre marché du yoga. Donc voilà, il y a tellement d'obstacles, il faut être prêt à trouver des solutions et surtout, le plus important, c'est à se remettre en question, être extrêmement humble et c'est quelque chose que j'ai vraiment, parce que être humble, on va dire que ça peut être une qualité chez beaucoup de personnes. En réalité, c'est vraiment la réalité des chefs d'entreprise. Rien n'est jamais acquis. Du jour au lendemain, tout peut s'effondrer. Et d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience pendant la crise sanitaire en mars 2020, où du jour au lendemain, il a fallu tout fermer nos studios, mettre tout le monde en chômage partiel. Et moi, en tant que chef d'entreprise, zéro, hein, on n'a pas d'aide en tant que chef d'entreprise. Et là, ça a été une période extrêmement agitée, mentalement, émotionnellement. Et voilà, il faut attendre, il faut être humble. Voilà, ça c'est très important de se dire que tant que j'aurai pas vendu ma boîte ou voilà, tant que je serai à la tête de cette boîte, ce sera les montagnes russes. Mais en même temps, c'est extrêmement
Ça donne beaucoup de plaisir, c'est gratifiant parce on donne un vrai sens à sa vie. Il y a plusieurs types de managers, des directifs, des participatifs, plus ou moins proches de leur équipe, plus distants. Quelle est la vôtre, Hélène? Alors, je ne sais pas si je suis un excellent manager. En revanche, la manière dont je manage, et ça va bien en tout cas aux personnes qui travaillent chez moi, parce que la plupart sont là depuis presque le début, je suis extrêmement dans un management autonome. C'est-à-dire que ce que je dis à chaque recrutement, c'est un projet intra-entrepreneurial et toutes les personnes qui travaillent chez Huge viennent avec des compétences et les mettent au profit de Huge. Donc on avance ensemble. Je suis pas du tout un manager du quotidien à mettre la pression. Déjà parce que je ne suis pas au quotidien avec mes équipes, parce que je dois évoluer dans les différents sites. Je parle de mes studios de yoga, je suis souvent en déplacement. Donc voilà, chacun a une feuille de route. Donc la manière dont je manage, c'est le lundi, il y a la réunion avec l'ensemble de mes équipes, qui sont aujourd'hui au nombre de 20, et hors professeur, bien sûr. Et ensuite, la semaine... Le monde des médias en est encore bouleversé. Dans la presse, on en parle encore. Et c'est dans la nouvelle saison de notre podcast Guerre de Business que vous découvrirez les coulisses de l'abandon du projet de fusion entre TF1 et M6, leur rivalité historique et leur légendaire bataille pour l'obtention des parts de marché. Retrouvez Guerre de Business TF1 contre M6 sur Apple Podcast, Amazon Music et sur les applications de podcast. Et uniquement sur Amazon Music, écoutez chaque semaine un épisode en avance. Se déroule et généralement le jeudi, on refait un petit update pour voir voilà, s'il y a des sujets à aborder ensemble. Moi, j'arrive vraiment j'aime bien dire ça, je suis le pompier qui éteint le feu tout le temps. Voilà, dès qu'il y a besoin, je suis là. Je suis en support, mais je laisse chacun libre de sa créativité, d'entreprendre. Et après, bien sûr, j'ai mon final cut pour avancer sur la stratégie, la vision que nous avons maintenant de Huge. Vous faites au feeling ou vous avez des mentors? Alors, j'ai pas de mentor. J'évolue dans un monde d'entrepreneurs puisque j'ai la chance de partager ma vie avec mon mari qui est un excellent chef d'entreprise et qui me donne beaucoup de conseils pour avancer dans ce projet. Après, je vais vous dire, chaque projet est différent. Pour un problème, il y a une solution et cette solution, elle doit venir aussi de ce que vous pensez être juste. Donc, il y a beaucoup d'intuition aussi. Voilà, parfois, je me plante, mais voilà, en tout cas, je le fais en connaissance de cause. J'ai pas de mentor. En fait, je suis pas du genre à lire des bouquins sur comment réussir son entreprise. J'écoute très peu, finalement. J'avance beaucoup avec mes croyances, avec mes équipes qui finalement m'inspirent beaucoup parce qu'à chaque recrutement, c'est une nouvelle aventure. Et puis finalement, quand vous faites jamais les mêmes erreurs deux fois. Donc plus j'avance et plus je deviens, je pense, assez bonne dans mon job d'entrepreneur et je me mentorise moi-même en fait. Voilà, je me tempérise et je me mentorise. C'est ça, parce qu'en fait, finalement, au final, la décision, il n'y a que vous qui pouvez la prendre. Et même si on vous donne des conseils, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et au final, quand il faut payer, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc voilà, beaucoup écouter son intuition, être en cohérence avec soi-même, ne pas essayer justement de trop s'inspirer des gens qui réussissent, parce que chaque réussite est différente. Et même si je lisais le livre de Jeff Bezos, je pense pas que je ferais un Amazon demain. Donc voilà. Et je sais pas si j'aurais envie de faire ça d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, vous avez réussi à créer chez Huge une véritable identité de marque avec une vision, une mission, des valeurs fortes, des studios qui sont très, très reconnaissables. Si vous deviez citer quelques facteurs clés de succès qui caractérisent votre aventure. Ouais, c'est une excellente question, Laura, parce qu'aujourd'hui, évidemment, je prends un peu de recul. Effectivement, le marché du yoga se développe rapidement en France, en Europe, partout dans le monde d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en France, ce qui fait la force de Huge, et on le voit surtout en ce moment où beaucoup de studios ont fermé leurs portes, c'est que d'abord, on est authentique. C'est-à-dire qu'à l'origine de Huge, il y a une prof de yoga
qui est passionné et qui a décidé de démocratiser sa pratique pour toutes les personnes qui avaient envie d'unir leur corps et leur mental. Donc ça, je reviens au début de notre discussion. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de fonds d'investissement derrière. Moi, je n'ai pas une pression financière. J'avance avec mes croyances, avec mon intuition, avec ma passion. Et toutes les personnes qui travaillent chez Youge, que ce soit les 60 professeurs ou les 20 salariés qui travaillent aujourd'hui chez Youge, on est tous embarqués dans ce projet avec beaucoup d'amour pour le yoga et la transmission du yoga. Et je crois que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ça fait la différence. Surtout dans un monde où il y a beaucoup d'argent qui circule, où aujourd'hui on se dit que parce qu'on a de l'argent, on peut créer n'importe quel business juteux. Finalement, c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai dans l'univers du yoga, où l'authenticité prime avant tout sur la stratégie, le business plan et l'argent. Ça, j'en suis persuadée. Après, voilà, ce qui fait le succès aussi, c'est que on a effectivement le succès, c'est aussi notre communauté. C'est-à-dire que moi, par exemple, chez You, j'ai créé un poste qui était franchement, dans une boîte classique, pas un job primordial, qui est un job, c'est l'expérience client. J'aurais pu recruter un RH ou un comptable, mais avant tout ça, j'ai créé un job qui s'appelle l'expérience client, géré par notre super Nicolas. Et pour moi, l'expérience client, c'est ce qui est le plus important, que ce soit dans le studio de yoga ou lorsqu'on achète un produit Youge. Et on essaie toujours, je reviens encore à ce qu'on disait, à trouver une solution dès lors qu'un client est mécontent. Après, on n'a pas non plus de baguette magique. Et puis, il y en a qui sont plus ronchons que d'autres, avec des clients. Mais on essaiera toujours de se mettre en quatre, parce qu'on est assez souple par le yoga, pour faire en sorte que notre client soit content. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui commence le yoga aujourd'hui? D'essayer plusieurs pratiques, parce que je pense que le yoga, il y a autant aujourd'hui de pratiques qu'il existe de professeurs de yoga finalement. Donc d'abord de trouver quel type de yoga, est-ce que c'est plutôt un yoga dynamique, un yoga doux, un yoga plus méditatif. Déjà trouver ça. Et puis après d'essayer... moi, j'aime bien les cours en ligne. On a créé d'ailleurs une super plateforme de vidéos qui s'appelle Youge Yoga Plus, parce que parfois, on n'a pas forcément un studio de yoga à côté de chez soi. Et parfois, il y a aussi ce côté très inhibé de se dire, oh là là, je vais arriver dans une salle de yoga avec des personnes qui ont déjà un niveau. Commencez soit sur YouTube, moi j'ai fait plein de vidéos sur YouTube, notamment pour le magazine Elle, qu'on peut retrouver, soit de se dire, je vais suivre un programme, si je suis débutant, je vais suivre un programme, par exemple sur Yoga Plus. Et puis, si j'ai la chance d'avoir un studio de yoga à côté de chez moi, après, voilà, je vais tenter avec un professeur. Mais c'est tellement personnel le yoga. Bien sûr qu'on le partage, c'est une communauté, c'est sympa de le partager. Mais une fois que vous êtes sur votre tapis de yoga, vous êtes seul avec vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez vous recentrer, vous aligner, ressentir les émotions. Et ce travail d'introspection, il est là dès le premier souffle. Donc que vous soyez en studio ou chez vous, voilà, il faut d'abord trouver son guide. C'est ce qui est le plus important. Ou ses guides. Et vous enseignez quel type de yoga d'ailleurs dans vos studios? Alors, chez Youge, moi j'ai ramené de New York où j'ai fait une formation de flow. Le flow, c'est vraiment pas du vinyasa comme parfois je peux l'entendre. Le flow, c'est vraiment une approche thérapeutique du yoga où pendant 60 minutes, on va plonger l'élève dans un état de concentration tel qu'il n'aura plus le temps de penser. Parce qu'on ne peut pas ne pas penser. Les pensées sont omniprésentes. En revanche, on peut sélectionner nos pensées. Et le flow, c'est vraiment une répétition de mouvements dynamiques, un peu chorégraphiés. En fait, il y a une structuration en fait de flow. Et au fur et à mesure, c'est comme si on rentrait évidemment dans une machine à laver, dans un tambour comme ça, une machine à laver, et on tourne pour ressortir complètement rincé, lavé, nettoyé. Donc nous, on pratique le flow, c'est vraiment notre pilier. Et ensuite, on pratique aussi la pratique du yin, qui est à l'inverse du flow, une pratique donc, qui n'est pas yang, une pratique yin, donc très douce, où pendant 1 heure, on va s'installer dans les postures à même le sol, et on va vraiment rentrer dans cette introspection
de ressenti, d'émotion. Donc ça, c'est très intéressant. Et voilà, ça, c'est les principales pratiques chez YouGo. Donc, le flow, on commence évidemment débutant, puis après, il y a plusieurs niveaux. Et ensuite, on a pas mal d'ateliers où on va explorer la pratique du yoga de manière plus approfondie. Donc, on va travailler sur les inversions, les équilibres, etc. Donc, il y a pour tout le monde, dès lors qu'on aime pratiquer dans l'obscurité, avec un peu de chaleur, plutôt douce, hein, on n'est pas dans un yoga Bikram, hein, plutôt douce, mais voilà, et qu'on aime transpirer, ça c'est sûr. J'imagine qu'il y en a des milliers, mais quel bienfait aujourd'hui pour vous, déjà, vous a apporté le yoga et de manière générale C'est, voilà, si je prends, voilà, d'abord le yoga, c'est un nettoyage du corps et du mental, ça c'est, voilà, c'est la réalité, et dès la première pratique, il ne faut pas attendre un mois, c'est-à-dire que dès votre première séance, vous ressentez les bienfaits, ça c'est immédiat. Moi, ce que ça m'a apporté, C'est ça que beaucoup pleurent sur leur tapis de yoga. Enfin, moi, je sais que, enfin voilà, c'est les premières séances, j'avais les larmes aux yeux tellement enfin, il y a quelque chose qui sort quoi du corps quoi. C'est fou. Ouais, parce qu'on est tous plus ou moins chargés émotionnellement, voilà, physiquement, à tous les niveaux. Et c'est vrai que le yoga vous permet vraiment de vous décharger, à la fois de la charge mentale, mais aussi de la charge physique, des tensions physiques notamment. Ça, c'est la base. Enfin, ça, c'est les bienfaits, on va dire, immédiats. Après, moi, ce que ça m'a apporté au fil du temps, c'est vraiment cette puissance. On n'est pas invincible. On vit tous dans nos vies des up and down. Et voilà, j'en vis comme tout le monde. Et voilà. Mais c'est vrai que le yoga m'aide à peut-être plus lâcher prise. Je ne m'agrippe moins aux émotions, aux sentiments. Parce que ça, finalement, c'est de la pollution quand les émotions sont négatives et ça vous hante, ça vous empêche d'avancer. Et c'est vrai que le yoga vous donne cette liberté vraiment d'avancer, quelles que soient les douleurs, les souffrances. Parce qu'encore une fois, on est déchargé. Donc, quand on arrive à se décharger, bah, voilà, on est plus léger, quel que soit ce que l'on vit. Ça me donne aussi un équilibre. Ça va avec tout ce que je dis là, mais c'est aussi un équilibre émotionnel. Alors, je dis pas que je crie pas sur mes 3 enfants de temps en temps. Je dis pas que je suis pas non plus de mauvaise humeur. C'est pas ça. On n'est pas des robots. Mais en tout cas, on a conscience de ce que l'on pense et de qui l'on est. Et lorsqu'on a conscience de cela, on est beaucoup plus à l'aise avec soi-même. On apprend à mieux se connaître. On s'aime, déjà, c'est important de s'aimer. Et on est beaucoup plus dans l'empathie avec les autres et dans l'empathie aussi avec soi-même. On est plus tolérant. Ok, c'est déjà pas mal. Oui, je pense. Avant de finir sur des petites questions que je pose toujours à la fin. Aujourd'hui, donc vous l'avez dit, vous avez 3 enfants, vous êtes chef d'entreprise, vous avez aussi un mari entrepreneur. J'aime bien poser un peu des questions sur l'équilibre vie pro, vie perso, parce que j'imagine que voilà, ça doit être voilà, un peu bien organisé. Quels sont vos secrets d'organisation que vous pouvez nous partager? Alors, je suis désorganisée, mais malgré tout assez organisée. Voilà. Si vous interviewez mes amies, elles pensent que je suis toute désorganisée. Je suis complètement désorganisée. Et en réalité, c'est un petit bordel bien organisé, tout ça. En fait, déjà, j'ai un agenda papier. Ça, c'est totalement ringard en 2022. Mais cet agenda, je ne peux pas m'en passer. Donc, tout est écrit, tout est consigné dans mon agenda. Donc voilà, comment j'organise ma vie. C'est vrai que j'ai 3 enfants et qui sont à des âges en plus charnières, puisque j'ai 8 ans, 11 ans et bientôt 14 ans. Donc c'est vraiment, là pour le coup, on est rentré dans le vif du sujet de l'éducation. Et je passe beaucoup de temps avec eux. Alors, je travaille toujours. Mon mari travaille toujours. D'ailleurs, la blague, c'est maman et papa, ils sont toujours en call. Oui, bien sûr qu'on est en call. Oui, bien sûr qu'on est en train de travailler. Mais on est présent. On est présent. Alors, est-ce que c'est qualitatif? J'en sais rien, mais j'ai pas envie de culpabiliser. Donc, en tout cas, on est avec eux. On suit, voilà, on suit leur évolution. Voilà, moi, je prends toutes mes vacances scolaires avec eux. Donc, je pense que ça, c'est déjà un grand luxe. Même si, effectivement, je travaille toujours, hein, mais j'essaie d'ailleurs de plus en plus m'isoler et de ne pas travailler devant eux. Je me suis organisé un bureau, ça c'était la bonne chose du confinement. Je me suis organisé un bureau à la maison, comme ça au moins ils ne me voient pas bosser.
Enfin, en tout cas, ils savent que c'est ma partie. Voilà, j'ai quelques heures Oui. où il ne faut pas me déranger. Voilà. Après, je pense qu'il faut. C'est comme d'ailleurs mon projet Youge. Chaque jour est un nouveau jour. Moi, j'apprends tous les jours en évoluant dans ma vie. Il n'y a pas de recette magique. Et voilà. Après, il faut juste s'accorder du temps avec soi-même. Aussi, c'est très important. Alors, j'ai la chance de pratiquer le yoga, donc ce temps, je l'ai. Mais du temps aussi avec la personne avec qui on partage sa vie. Ça, c'est très important. Parce que sinon, on peut se faire complètement happer par le business et par les enfants. Et ça, c'est terrible dans un Oui. couple. Il faut prendre du temps, voilà, et puis se dire que tous les jours on a la chance d'être là, que la vie est un cadeau, et c'est pas des paroles toutes faites, je le pense sincèrement. Et voilà, y a pas, moi je suis souvent en limite du burn-out parce que c'est beaucoup, 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 beaucoup de charge mentale. Alors je me décharge sur mon tapis de yoga, mais parfois c'est vrai qu'il faudrait plus qu'une heure de pratique pour se décharger. Ça fait partie de mon job, et encore une fois, je me dis que cette vie, elle est merveilleuse. Il y a un début, il y a une fin. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas de suspense. Et donc, autant la vivre pleinement. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, moi, je la vis pleinement, à 1000 à l'heure. Et j'essaie de concilier vie de famille, vie de chef d'entreprise, vie sociale aussi, très important pour moi d'avoir mes amis autour de moi. Donc, tout ça, il faut trouver le temps dans l'agenda en papier. Voilà. Merci beaucoup. On va finir par des petites questions. Votre plus grande victoire? Mes enfants. Votre définition, enfin, déjà, est-ce que vous avez connu un échec? Et si oui, comment vous l'avez surmonté? Et votre définition de l'échec, en fait. J'ai pas connu qu'un seul échec, j'en ai connu plein dans ma vie, mais je sais pas ce que ça veut dire un échec. Pour moi, c'est plutôt à chaque fois, c'est plutôt des rebondissements. Parce que l'échec, il y a une notion de échec et mat. Voilà, je peux plus avancer. Alors que ma définition plutôt, c'est à chaque fois que que j'arrive confronté à un mur en face de moi, je vais trouver des solutions pour essayer de le contourner ou de le grimper. Voilà un peu ma définition. Moi, de l'échec, c'est vraiment de chaque problème une solution. Et il y en a toujours. Et parfois Et est-ce que... même, oui, Ouais. pardon. Non, je Non, je vous écoute. disais, et parfois même, quand vous pensez que c'est un échec, généralement, c'est un message de l'univers qui vous dit que c'était pas le bon chemin et qu'il est temps de faire demi-tour ou prendre un chemin parallèle. Et est-ce que vous en avez un qui vous a marqué, enfin, quelque chose voilà, qui vous a fait évoluer, ou quelque chose que finalement, une direction que vous n'avez pas prise dans votre business parce que finalement ça s'est pas fait et puis que voilà, donc vous avez vu derrière un message? Non, très sincèrement, hein, j'ai connu, Ouais. j'ai connu, enfin j'ai connu et je connais chaque jour plein de problèmes, mais j'ai pas. Et même si, et d'ailleurs je vais pousser le raisonnement plus loin, même si You devait s'arrêter demain, je pense que Ouais. ce ne serait pas un échec. Donc en fait cette notion d'échec, d'ailleurs c'est tellement français de réfléchir comme ça, totalement à l'inverse des anglo-saxons qui font d'ailleurs des failles vraiment des qualités. Moi je trouve que c'est déjà il faut essayer, il faut avancer et surtout ne pas hésiter à contourner. Donc j'ai toujours contourné, j'ai toujours pris des chemins de traverse et je me suis jamais retrouvée confrontée la tête dans le mur en disant bah, c'est fini, je peux plus rien faire. Et quand bien même ce serait terminé, je trouverais un autre chemin. Ouais. Il y a Est-ce que vous... toujours une porte de sortie. Ouais, exactement. Est-ce que vous croyez à la chance? Pas trop. Je sais pas si, d'ailleurs, c'est drôle cette question parce que je me posais la question récemment. Je sais pas si je suis quelqu'un de chanceuse, vraiment. Mais d'ailleurs, je sais pas trop ce que ça veut dire la chance parce que la chance, ça voudrait dire, ce que j'ai eu cette réflexion, ça voudrait dire me raccrocher à quelque chose de totalement hypothétique. Voilà, c'est comme je vais gratter un ticket de loto, j'ai peut-être une chance de gagner, mais c'est tellement une hypothèse. Donc moi, je crois pas trop en la chance, je crois à la concrétisation de ce que je pense. Voilà, je dis, je fais, j'avance avec ce que j'ai. Et donc, résultat, je crée ma propre chance finalement, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai la chance d'avoir une famille, d'avoir créé mon entreprise. Ça, c'est une chance, mais finalement, je l'ai provoquée. Donc, voilà. Je ne sais pas si je suis chanceuse. En tout cas, je vais chercher mes petits trèfles à 4 feuilles partout où j'avance. Ouais. Vos citations préférées?
Alors, il y en a deux que j'utilise tout le temps. Vivre chaque jour comme le meilleur. Voilà. Et je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs, mais en tout cas, je me la répète souvent parce que chaque jour est différent et qu'il faut avancer. Et ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, mais que des rencontres. Et la force aujourd'hui de mon projet et de ma vie en général n'a été qu'une succession de rencontres. Voilà. Et sans ces rencontres, j'aurais pas tout ça, j'aurais pas créé tout ça et je n'existerais même pas d'ailleurs, je pense. Parce que tout ça, ça a avant tout d'abord, c'est les parents. Voilà, on rencontre ses parents et ensuite on avance avec plein d'êtres qui sont sur notre route. Vos livres préférés? Je lis pas beaucoup. Je suis alors ce qui est ni bien ni mal d'ailleurs, mais je suis beaucoup en ce moment sur mon téléphone portable, donc je reçois beaucoup de choses, donc je lis beaucoup de choses sur le yoga, mais j'ai pas de livre à proprement parler. J'en ai un qui est mon livre de chevet que j'ouvre à n'importe quelle page quand ça me bon me semble. C'est Autobiographie d'un yogi. Ça c'est vraiment ma bible à moi. Je me raccroche à ce livre dès que j'en ai besoin. C'est incompréhensible, hein, ce livre, de le lire de la page 1 à la dernière page, mais de piocher comme ça le soir avant de se coucher une page, c'est très intéressant. Et puis ça vous remet aussi dans cette positivité de la vie. Voilà, j'ai beaucoup. Voilà, dès qu'un Karine Thuil sort, je le lis. Voilà, dès qu'un Leila Slimani sort, je le lis aussi. Donc des écrivaines contemporaines, mais ma lecture de l'été pour l'instant n'est pas encore trouvée parce que tous les auteurs dont je vous ai parlé, j'ai déjà lu leurs livres. D'accord. Vos routines pour être, alors mis à part le yoga bien sûr, hein, vos routines pour être bien physiquement et mentalement. Vous avez d'autres choses? Alors, j'ai une routine que je fais 4 fois par an, ce sont mes retraites de yoga. Et ça me remet nickel, à la fois physiquement et tout mon organisme, mon foie, tout se remet en ordre de marche. Et entre ces 4 retraites de yoga, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Donc, je m'accorde de boire du vin, de manger de la viande, du poisson. Voilà, je ne suis pas du tout dans le diktat de l'alimentation. En revanche, ce que j'essaie de faire, alors évidemment, je mange très peu de viande parce que j'aime pas trop ça, mais j'aime le dire. Parce que parfois on me dit, ah là, vous les profs de yoga, vous êtes ci, vous êtes ça, mais pas du tout. Moi, je fais tout enfin voilà, je fais tout normalement. Le régime paléo, je pense, est un des meilleurs régimes. Hein. Pêche, cueillette et chasse. Je crois que c'est la base de notre. Cru. Je crois que c'est à base de cru, non? Non, paléo, c'est vraiment la paléo. Hein, c'est le régime des hommes préhistoriques. On chasse, on cueille et on pêche. Mais non, après, effectivement, je cueille plus que je chasse et que je pêche. Ouais. Mais voilà, non, je ne m'accorde aucune interdiction. Puis alors là, en période estivale, il y a l'apéro tous les soirs. Et qu'est-ce que c'est sympa de prendre l'apéro. Non, je pense qu'il faut tout faire, mais avec un truc très important qui est la pleine conscience. Moi, tout ce que je fais, je le fais en pleine conscience. Donc, si je mange des trucs pas bons, bah, je sais que voilà. Après, il y a quelque chose que je ne fais pas du tout, c'est la nourriture industrielle. Ça, je suis totalement opposée à ça. Enfin, je peux pas faire une marque de vêtements éco-responsables, etc. Et derrière m'alimenter de manière industrielle. Donc ça, c'est mes convictions, mes croyances. Donc ça, je n'achète que des produits frais. Voilà. Ma routine, c'est le secret que je peux donner. Puisque comme je fais ce que je veux, bah forcément, parfois, ça déraille un peu à l'intérieur. Donc, je m'accorde 2 à 3 fois par semaine le jeûne intermittent, qui est très simple. C'est-à-dire que je ne petit déjeune pas. Donc, voilà, du dîner jusqu'au déjeuner, je m'accorde au moins 16 heures de jeûne où je mets au repos mon organisme. Voilà. C'est ce que je fais aussi. J'avoue, c'est génial. Les effets sont trop bien. Et ma dernière question, que vous évoque maximiser le potentiel de sa vie? Très belle réflexion. On a tous un potentiel et on a tous une vie. Donc après, chacun doit placer les pions
sur ce jeu, voilà, parce que pour moi, je pense que la vie, c'est avant tout un jeu. Il faut avancer. On parle des échecs. On peut être échec et mat, mais dans ce cas-là, il faudra replacer les pions pour avancer à nouveau. Il faut impérativement, je pense, prendre conscience d'abord de qui l'on est, avant même de commencer à réfléchir à nos potentiels. Si on se connaît bien soi-même, si on connaît nos limites, c'est très important. Moi, je sais quelles sont mes limites et je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Déjà, on est beaucoup plus serein et on est moins en proie aux doutes et aux incertitudes. 1, croire en la personne que l'on est. 2, avancer quoi qu'il. Voilà. Faire des erreurs, surtout faites des erreurs, parce que je pense que c'est dans les erreurs que l'on devient plus fort, parce que c'est là où on trouve les solutions. Et puis se dire, et je reviens à ce que je disais, que la vie finalement elle passe très vite et qu'il y a un démarrage, il y a un début, il y a un start et il y a une fin et qu'il n'y a pas de suspense dans notre vie et que c'est à nous de faire en sorte d'avancer, même si le chemin est sinueux, il faut essayer d'avancer parce que ce chemin il nous appartient. Merci beaucoup Hélène. Merci Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Le monde des médias en est encore bouleversé. Dans la presse, on en parle encore. Et c'est dans la nouvelle saison de notre podcast Guerre de Business que vous découvrirez les coulisses de l'abandon du projet de fusion entre TF1 et M6, leur rivalité historique et leur légendaire bataille pour l'obtention des parts de marché. Retrouvez Guerre de Business TF1 contre M6 sur Apple Podcast, Amazon Music et sur les applications de podcast. Et uniquement sur Amazon Music, écoutez chaque semaine un épisode en avance.